Les intérêts spécifiques chez la personne autiste. Salut, je te souhaite la bienvenue sur cette série de 30 vidéos que j'ai créée en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai 35 ans, je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. Donc, on m'a demandé de faire une vidéo sur les intérêts spécifiques. J'avoue que de prime abord, d'ailleurs, en parenthèse, je remercie vraiment toutes les personnes qui prennent la peine de regarder mes vidéos. Donc, quand j'ai commencé à mettre en ligne les vidéos, j'en avais déjà 20 de tournées, ce qui est la raison pour laquelle je ne partage pas ce message plus tôt. Et ensuite, j'ai dû à un moment donné m'arrêter pour des raisons de mémoire dans mon téléphone, ce qui fait que les 10 dernières, je les tourne, alors que j'en ai déjà mis une petite dizaine en ligne. Mais quoi qu'il en soit, je remercie toutes les... Donc ma chaîne YouTube n'est pas une très très grande chaîne, hein, on est d'accord. J'ai pas des milliers et des milliers de vues. Mais je remercie vraiment toutes les personnes qui prennent la peine de regarder mes vidéos et plus encore celles qui prennent la peine de mettre des likes et de me mettre des commentaires parce que ou même les gens qui m'écrivent en privé aussi, que ce soit par WhatsApp ou par mail, merci beaucoup parce que ça prouve que ce que je fais a quand même un intérêt et que ça tombe pas juste dans l'indifférence la plus totale, vu qu'à la base, ben voilà, c'était quand même censé être une opération de communication. Et d'ailleurs, si tu penses que mes vidéos peuvent aider une personne que tu connais, eh ben n'hésite pas à la partager à cette personne et du coup, ben, ce sera top. Donc merci pour cette personne et également merci pour moi. Donc, par rapport aux intérêts spécifiques, comme je le disais, je pensais pas forcément faire de vidéo là-dessus parce que pour moi, ben, les intérêts spécifiques, c'est une passion en fait. C'est une passion en fait. Donc, je comprends pas très bien pour quelles raisons il faudrait mettre en avant plus particulièrement les passions des autistes, alors que les neurotypiques aussi, ils ont des passions. Maintenant, c'est vrai que chez les autistes, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu observer dans ma vie. Et une fois de plus, je prétends pas parler au nom de tous les autistes. Mais ce que moi j'ai pu observer dans ma vie, c'est qu'effectivement mes passions, elles avaient un petit côté très, enfin un peu voire très obsessionnel, dans le sens où ça prenait vraiment toute la place et j'avais pas vraiment de la place pour autre chose en fait, que ce soit dans la conversation et aussi en tant qu'autiste, bah, parfois quand on parle beaucoup, on s'aperçoit pas qu'on saoule les autres, surtout si on ne sait pas encore lire le langage non verbal ou moi je le sais pas du tout, mais moi j'ai appris à ressentir sur le plan énergétique quand enfin le changement d'humeur de mes interlocuteurs et interlocutrices en fait. Donc j'ai développé des auto-outils, mais surtout quand on est enfant, bah, les autistes ont peu encore de données sur leur disque dur interne, ce qui fait qu'ils ne comprennent pas forcément à quel moment ils sont trop envahissants avec leurs intérêts spécifiques. Je dis les enfants, mais ça peut bien entendu arriver aux adultes aussi, surtout des adultes qui n'ont pas reçu au fur et à mesure des outils adaptés à eux pour mieux réussir à comprendre le monde. Donc c'est clair que ça peut être un peu envahissant pour l'entourage, la place que peuvent prendre nos intérêts spécifiques. Donc surtout quand on en parle, on en parle, on en parle, on donne des explications parce qu'on est enthousiaste et tout, et puis en fait, bah, de l'autre côté, ça prend pas forcément. Donc je comprends. Il y a aussi ce côté un peu obsessionnel en fait, où il y a, comme je le disais, un intérêt spécifique, ça prend toute la place, il n'y a pas vraiment de la place pour grand chose d'autre. Donc dans ma vie, j'ai eu plusieurs intérêts spécifiques. Je pense qu'un de mes tout premiers intérêts spécifiques, et je pense que ma famille, si jamais il y a une, deux personnes de ma famille, je sais qu'on n'est pas très proches, mais si jamais il y a une, deux personnes de ma famille qui regardent cette vidéo, ben, je pense que vous en souvenez, c'est que mon premier intérêt spécifique, ça a été les chevaux, et du coup, ben, j'achetais tout sur les chevaux, je lisais une dizaine de magazines par mois sur les chevaux, je faisais du cheval, évidemment, que tout mon argent de poche, en fait, de mes premières années est parti dans des cours d'équitation. Il y avait des posters de chevaux sur tous les murs de ma chambre. Je lisais que des romans avec des chevaux. Quand j'écrivais des lettres avec des correspondantes, je parlais de chevaux. Enfin, c'était vraiment... bien entendu, j'avais une collection de poneys. J'ai toujours détesté les poupées, mais par contre, j'avais une collection de poneys. Puis même aujourd'hui, j'ai encore quelques restes dans mon appart actuel. Donc les chevaux, c'est plus du tout mon intérêt spécifique actuel. Mais bah, j'ai encore une statuette de cheval qui est posée quelque part au-dessus de ma cuisine. J'ai encore une couverture avec des chevaux dessus que ma tante m'avait offerte, qui est actuellement posée sur mon vélo elliptique pour le couvrir quand je ne l'utilise pas, qu'il ne prenne pas la poussière. J'ai aussi, c'est ma tante aussi d'ailleurs, m'avait offert un parapluie avec des chevaux que j'ai toujours et dont je me sers occasionnellement. Bon, c'est un grand parapluie, donc je m'en sers que quand il pleut déjà, quand je décide de sortir. Mais bref, il y a encore deux, trois petites choses comme ça qui me restent de ma période de chevaux. Mais vraiment, mes premiers grands intérêts spécifiques, c'était les chevaux. Et ça m'est déjà arrivé d'être mal notée à l'école parce que dans les rédactions, je parlais que de chevaux. En fait, il a fallu que les profs commencent à me mettre des mauvaises notes uniquement à cause du sujet de mes rédactions pour que je commence gentiment à m'intéresser à autre chose. Mais c'était hyper obsessionnel, c'était les chevaux.
Et puis sinon, plus tard, bah, il y a eu les mangas, ça a commencé quand j'étais ado. Donc le manga qui m'a converti, c'était Angel Sanctuary, dont une de mes meilleures amies a hérité de ma première série à l'époque, vu qu'entre-temps j'ai acheté en double la version de luxe et qu'à mon déménagement, bah, comme j'ai quand même, je me suis séparée de 2 tiers de mes livres de l'époque, il m'en reste quand même beaucoup encore, il me reste encore 2 000 mangas et sans parler du reste. Mais oui, ben attendez, j'y viendrai après. Mais quoi qu'il en soit, un de mes intérêts spécifiques, ça a longtemps été les mangas, donc ça a duré, je dirais, toute mon adolescence, peut-être de mes 14-15 ans, et jusqu'à mes peut-être 25, ou ça, quand c'est gentiment à tourner. Donc des mangas, il y a eu une époque où j'en achetais une trentaine par mois, donc d'abord avec mon argent de poche, donc ça c'était pratique à l'époque où j'avais commencé à gagner de l'argent, mais je vivais encore chez mes parents. Ce qui fait que je pouvais dépenser mon argent comme je voulais, donc ça partait essentiellement dans des mangas, et puis après ça a commencé à partir dans des étagères pour ranger les mangas. En fait j'avais tellement de mangas à une époque que j'avais des piles, enfin j'avais des étagères qui faisaient à peu près 1,8 m, donc une taille normale dans laquelle je rangeais mes livres en double rangée, et puis après au-dessus en fait j'avais encore fait des piles qui allaient jusqu'au plafond en fait, et j'avais ça sur peut-être 2 à 3 mètres de large, donc à une époque j'avais jusqu'à 4000 mangas, et quand j'ai eu dépassé les 4000, j'ai décidé de diminuer ma collection parce que ça prenait quand même gentiment beaucoup de place. À l'heure actuelle, il me reste encore 2000 mangas, ce qui est pas beaucoup de mon point de vue, mais ça suffit souvent à impressionner déjà les gens qui viennent chez moi. Donc j'ai adoré beaucoup, beaucoup, beaucoup les mangas. Quand je dis manga, c'est manga papier. Par contre, je déteste la télé, je déteste regarder des films en fait. Donc ce qui fait que les dessins animés, ça, j'ai jamais trop regardé. Ou quand j'en regardais, ben c'était quand même, on voyait que j'aimais ça parce que c'était les seuls contenus que je regardais. Tout ce qui était séries, films, tout ça, j'ai jamais aimé et j'en ai jamais regardé. Par contre, les séries, du coup les dessins animés japonais, c'était les seuls que j'admettais de temps en temps de regarder. Par contre, sinon, pour ma part, ça a beaucoup surtout été du manga papier. Donc, il y a eu une époque où j'étais vraiment à fond dans ça et où non seulement j'en achetais une trentaine par mois. Et à une époque, ben, j'ai réussi à être chroniqueuse en fait sur un site web qui s'appelait Manga Sanctuary. Et en fait, je recevais une vingtaine de services de presse par mois. J'ai fait ça pendant à peu près une année, il me semble, je sais plus, peut-être 2 ans. Où je recevais en fait des mangas gratuitement pour les lire et donner mon avis dessus après. Donc ça, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que ça devenait un petit peu de la production d'usine et qu'on se faisait beaucoup imposer de services de presse qu'on n'avait pas demandé. Mais en tout cas, ben voilà, j'ai fait plein de sites web. Mes premiers sites web, c'était des sites web sur les mangas. Mes premiers blogs aussi, j'avais commencé avec des skyblogs, après j'avais des immenses sites, puis après je suis passée à des WordPress. Les premiers sites web que j'ai créés, en fait, ça a été des trucs en rapport avec les mangas. Aussi, actuellement, j'ai un petit job comme community manager et ce job m'a été donné parce que je suis très bonne en rédaction. Et si je suis très bonne en rédaction, c'est parce qu'à une époque, je faisais des chroniques en fait sur les livres que je lisais, notamment sur les mangas, ce qui fait que j'ai une grande facilité de rédaction. Et puis voilà, en fait, mine de rien, cette obsession pour les mangas, en fait, ça m'a permis quand même de développer un certain nombre de compétences parallèles que maintenant j'arrive à utiliser sur le plan professionnel, en fait. Donc, il n'y a pas tout qui est complètement inutile. En plus de ça, ce que je faisais aussi, c'était que je jouais donc à la harpe les partitions de certains dessins animés japonais. J'avais toute une série il y en a encore plusieurs que j'ai d'ailleurs, j'ai gardé mes préférés, des CD, oui, des CD, vous savez, ce truc rond là qu'on mettait dans un appareil. Donc moi j'ai encore tous mes CD parce que j'ai de la peine à me débarrasser des trucs, enfin de mes affaires en fait. Donc j'ai encore tous mes CD et parmi ceux-ci il y a énormément de chansons japonaises, de musique japonaise et de bandes sonores, de dessins animés japonais aussi. Moi j'avais plus de CD en fait que de DVD. J'avais pas mal de figurines, il y en a encore quelques-unes que j'ai d'ailleurs. J'ai des pluches aussi avec des mangas, j'avais beaucoup de sacs. Et il y a aussi eu une époque, donc comme j'ai dit dans une autre vidéo, je sais pas si je la publierai avant ou après, mais j'ai toujours de la peine à supporter les bijoux, mais s'il y a eu des bijoux que j'ai eu achetés et portés, c'était uniquement des bijoux qui étaient de manga et qui étaient souvent des logos de certaines séries. Genre il y avait le logo de Tsubasa Reservoir Chronicle qui était une espèce d'aile super jolie, donc ça je l'ai porté en pendentif pendant très longtemps. Et il y avait comme ça pas mal de petites choses en fait que je portais et qui pouvaient parfois être reconnues que par des personnes qui connaissaient les mangas, et sinon pour les autres gens ça pouvait passer pour des bijoux à peu près normaux. Sinon bah, j'avais des sacs, j'avais pas mal d'objets utiles, des stylos, des trucs comme ça.
Et bien entendu, sur Internet, je passais beaucoup de temps sur des forums ou à créer des sites web par rapport au manga. Et mes premiers contacts sociaux, dont une deux personnes avec lesquelles je suis toujours en contact à l'heure d'aujourd'hui, ça a été des groupes que j'avais rencontrés sur Internet pour parler de manga. J'étais présente à la toute première édition de Polymanga. À l'époque, ça parlait encore bien de manga et de culture japonaise qui avait eu lieu à l'EPFL. La deuxième année avait eu lieu à Palexpo. À partir de la troisième année, c'était à Beaulieu. Ensuite, quand le festival est parti à Montreux, là, j'avais complètement décroché. Mais de toute façon, d'un moment, je trouve que Polymanga a changé et que maintenant, c'est moins sur les mangas que sur la culture américaine et tout ça. Et ça par contre, du coup, ça m'intéresse pas. Donc voilà, moi, mon deuxième intérêt spécifique, c'était les mangas. Après, bon, bref, tout ça pour dire que les intérêts spécifiques, au fond, ça peut être un peu n'importe quoi. Souvent, chez les filles, chez les femmes autistes, les intérêts spécifiques sont un peu plus discrets que certains intérêts spécifiques d'hommes. Par exemple, je connais pas de femmes autistes qui soient passionnées par les cartes de métro, ce genre de truc, par exemple. Par contre, ça peut être les chevaux, ça peut être le dessin, ça peut être des trucs en fait, ça peut être aussi des arts créatifs. Genre il y a beaucoup d'autistes qui sont devenus célèbres et qui ont exposé dans des galeries parce que leur intérêt spécifique c'était genre par exemple la peinture et à ce moment-là ça devient des très grands artistes. Donc un intérêt spécifique aussi dont j'ai oublié de parler parce que pour moi il est un peu plus généraliste, c'est vraiment les livres. Donc les livres, je sais pas combien j'en ai à l'heure actuelle. Je sais que des mangas, il m'en reste encore 2000 parce que ça c'est compté dans mes collections sur internet. Mais alors combien j'ai de BD, combien j'ai de romans, combien j'ai de livres documentaires aussi, parce que depuis plusieurs années, je lis plus que des livres documentaires. Ça, j'ai aucune idée de combien j'en ai. Et encore, croyez pas que je garde tout. Je dirais que dans mon appart actuellement, j'ai 3 étagères et demie. Ce que j'appelle une étagère, c'est un mur plein, hein. Enfin, c'est pas une petite étagère comme ça, c'est un mur plein de livres. Donc ça, j'en ai 3 et j'en ai encore une qui est à peu près 1 mètre de large, qui pour moi est pas une vraie étagère du coup parce qu'elle est trop petite. Et aussi, je parle pas d'étagères qui font 1 mètre de haut, c'est des étagères chez moi qui font au minimum toute la paroi, sinon pour moi c'est de la place gaspillée. Et donc j'ai ça en livre actuellement dans mon appart. Mais comme je l'ai dit, quand j'ai déménagé, j'ai éliminé les 2 tiers de mes livres environ. Ce qui veut dire que ceux que j'ai gardés, même si en apparence il a l'air d'y en avoir beaucoup, en vrai c'est que l'élite. Et, et encore à l'heure d'aujourd'hui, quand je termine un livre, je me pose la question, est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Dans environ 1 cas sur 2, je le garde pas. Mais ça fait qu'il me reste quand même malgré tout beaucoup de livres. Donc ça, c'est un de mes intérêts particuliers à moi aussi, ça a été les livres. Et pour vous donner un exemple de comportement que j'avais, c'était que si je vais genre dans un marché où il y a des trucs d'occasion, je vais m'arrêter sur tous les stands de livres et le reste, pour moi, ça n'existe même pas en fait. Donc voilà comment on peut se comporter au niveau des intérêts spécifiques. Par contre, les livres, pour moi, ça n'a jamais été trop envahissant dans la conversation parce qu'en fait, j'aime pas parler de livres avec des gens qui n'aiment pas lire parce que c'est saoulant, des gens qui connaissent rien. Donc, vous pouvez prendre ça un peu pour de l'élitisme. Mais enfin, voilà, à part si les gens sont des gros geeks de livres, généralement, je trouve fatigant aussi. Moi, j'aime la fantaisie, les trucs pas trop réalistes en fait. J'adore les histoires vraies, les histoires de vie en fait dans la BD, mais dans les romans, je trouve ça pénible à lire parce que c'est pas intéressant pour moi. Et je préfère la science-fiction en fait à la fantaisie. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens jugent. Et du coup, ça me saoule en fait de m'exposer à ça, ce qui faisait que souvent, j'en parlais pas. En fait, c'est globalement tout ce qui a pu me pousser à pas toujours communiquer autour de mes intérêts spécifiques. Ça a été beaucoup la peur d'être jugée ou d'être méprisée. Je parlais pas toujours non plus à tout le monde de ma passion pour les mangas parce que même si j'étais chroniqueuse sur un site web qui était lu par, qui est un des plus connus en fait sur internet, que je recevais 20 services de presse par mois, et même si j'en possédais 4000 et que je savais que j'avais une culture manga qui était assez importante, pour autant, quand je parlais d'un manga à quelqu'un, surtout si c'était un homme, généralement tout de suite la personne me regardait de haut et me disait «Ah, t'aimes ça, donc t'as des goûts de chiottes, moi ce que j'aime c'est beaucoup mieux que ce que toi tu aimes». Et puis en fait ça me saoule de me confronter à des comportements comme ça, donc ça fait que souvent j'avais tendance à pas en parler. Sinon, à partir d'il y a quelques années, mes intérêts spécifiques, ça a beaucoup été tout ce qui tournait autour de la spiritualité, voire dans certains cas de l'ésotérisme. Donc ça, j'en parle un peu moins parce que j'adhère pas à tout, que je suis un peu prudente au niveau de la communication aussi. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, tout avait commencé en fait quand quelqu'un m'avait parlé de concepts un peu ésotériques et j'y suis allée en fait parce que j'ai l'esprit ouvert. Tout comme au niveau des aliments, je déteste les olives et pourtant, chaque fois qu'il y a une olive à un repas, je goûte pour vérifier que j'aime toujours pas ça.
Même quand je sais que quelque chose ne m'intéresse pas, j'ai tendance à y aller pour constater avec mes cinq sens, avec mon cerveau, avec ma vue, qu'est-ce que ça donne en vrai ou pas, et sans m'appuyer sur des préjugés. Et donc là, j'y suis allée, et en fait, c'est vrai que ça m'a donné des outils, des résultats qui étaient assez exceptionnels, et que du coup, maintenant, j'utilise dans mon entreprise parce que je me suis vraiment aperçue que notamment au niveau des concepts énergétiques, en fait, c'était ça qui, en tant qu'autiste, étaient mes outils de communication, beaucoup plus que des trucs trop intellectuels comme le langage non verbal, la PNL, par exemple. Tout ça, c'est des choses que j'arrive pas à appliquer parce que c'est uniquement au niveau de l'intellect, alors que moi, ce dont j'avais besoin, en fait, depuis le départ, c'est une communication au niveau du ressenti. Enfin bref, je ne veux pas trop m'égarer, mais en tout cas, tout ce qui touche à la spiritualité et au domaine des énergies subtiles, ça a commencé à être mon intérêt spécifique du coup à partir de, je sais pas combien de temps ça fait là, peut-être 4 5 ans. Et après, j'ai commencé à méditer et je me suis aperçue qu'au fur et à mesure que j'arrivais à discerner les énergies subtiles autour du moi, en fait, ça m'aidait à déjà moi être plus ancrée dans le monde, à être plus dans la réalité, à mettre en œuvre plus de choses en action. Et surtout, j'arrivais à, en passant, pas par le filtre du mental, mais vraiment presque avec quelque chose de presque qui est à la limite de la télépathie, mais pour moi c'est plus de l'ordre du ressenti énergétique tel que je le ressens au niveau pur. En fait, je me suis aperçue qu'en misant sur ça, j'arrivais réellement à communiquer avec les gens, à comprendre ce que voulaient les gens. D'ailleurs, je suis coach de vie, je suis future thérapeute aussi, et disons que les gens qui viennent vers moi, viennent, donc moi j'offre, quand je suis coach de vie, les gens qui viennent en coaching avec moi, j'offre la première séance, donc les gens ont la possibilité de tester si je leur conviens et si je suis compétente ou pas, et les gens qui choisissent de revenir, c'est quand même des gens qui ont pu vérifier et établi que j'étais capable de les aider à avancer et que j'étais capable d'avoir suffisamment d'entre gens pour réussir à leur expliquer des choses, pour réussir à faire émerger des choses de eux, pour réussir parfois dans certains cas à comprendre mes clients, mes clientes mieux qu'eux ou elles-mêmes. Et tout ça, c'est des choses que je suis capable de faire en fait, et que je suis capable de faire grâce à ces outils-là. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai énormément, c'est devenu un peu mon intérêt spécifique au fil du temps. Ça a été tout ce qui était trait à l'énergétique et à la spiritualité, dont j'ai en partie fait mon métier aujourd'hui, parce que en fait, c'était vraiment les outils dont j'avais besoin pour réussir à entrer en communication dans le monde avec mon autisme. Donc je dis pas que ça va convenir à tous les autistes, mais pour moi en tout cas ça fonctionne comme ça. Et je crois que j'ai quand même des compétences assez bonnes pour me permettre de suivre des formations qui sont certifiantes et pour me permettre d'avoir des clients et des clientes qui reviennent vers moi après un essai. Donc je crois vraiment que quand on dit que les autistes ne peuvent pas communiquer, c'est faux en fait. C'est juste qu'on a des autres canaux de communication et que parfois il faut réussir à mettre le doigt dessus pour réussir, pour en fait qu'on puisse déployer en fait tout notre potentiel. Les autistes, ils ont un potentiel comme tout le monde. Enfin bref, je ne veux pas m'égarer, mais là, je suis rentrée en fait, j'ai commencé à parler de mon intérêt spécifique actuel, donc forcément je risque de partir très loin si je me laisse aller, mais bon là ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. Donc je crois que là j'ai surtout parlé de mes intérêts spécifiques. Je sais pas si ça vous a donné un petit peu une idée de comment ça fonctionne, les intérêts spécifiques chez une personne autiste. Aussi une question qu'on m'avait posée une fois, c'était est-ce qu'on peut en changer au cours de la vie des intérêts spécifiques. Donc oui, effectivement on peut en changer. Donc moi-même les livres c'est resté un petit peu l'intérêt spécifique. D'ailleurs mon autre métier c'est que je suis bibliothécaire. Les livres, c'est resté mon intérêt spécifique global de toute ma vie, mais sinon, les chevaux, de nos jours, je suis plus trop là-dedans. Les mangas, je suis plus trop là-dedans non plus, vu que actuellement, je lis plutôt du documentaire. Par contre, tout ce qui a trait à la spiritualité, c'est toujours mon intérêt spécifique actuel. Bon, d'ailleurs, j'ai longtemps pas osé communiquer à ce sujet parce que j'avais peur d'être jugée, manini manania. Mais bon, tant pis, maintenant, j'assume. Les gens à qui ça plaît pas, peuvent arrêter de me voir, et puis voilà. Et puis voilà un petit peu. En tout cas, ce qui est important à dire, c'est que chaque autiste a ses intérêts spécifiques. Et ces intérêts spécifiques, en fait, au fond, c'est avant tout des passions. Quelqu'un avait posé une fois la question de savoir si les intérêts spécifiques peuvent être des addictions. Je n'avais pas répondu à cette personne d'ailleurs, parce que la question était hyper intéressante mais complexe. Et que je n'avais pas y répondre rapidement comme ça. Mais je crois vraiment que c'est pas exactement une addiction, dans le sens où les addictions sont autodestructrices, alors que la passion, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nourrit. Et
l'intérêt spécifique est spécifique chez l'autiste dans le sens où il prend beaucoup de place et il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour autre chose. Et si en plus cet autiste a de la difficulté à voir à quel moment est-ce que les autres sont moins intéressés parce qu'il a de la peine avec le langage non verbal ou quelque chose comme ça, ben forcément, du point de vue de l'entourage, ça peut paraître envahissant aussi, mais en fait, au fond, c'est juste une passion qui peut parfois être maladroitement exprimée. Parce que ben, parfois l'autiste a de la peine à communiquer avec son entourage en fait. Donc voilà, je pensais pas parler autant. Bon là je crois que j'ai surtout parlé de moi. Ben, j'espère que c'était intéressant quand même. Merci si jamais tu as tout regardé parce que je trouve que mes vidéos sont trop longues actuellement. Si jamais tu as tout regardé, merci beaucoup et je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.